Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation du Ciné-Club des Arts organisée par la Cigogne Enragée. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Mulholland Drive et pour ça, j'ai avec moi Estelle Dalleux, enseignante à l'Université de Strasbourg. Alors justement, aujourd'hui, Mulholland Drive, parlons-en. Bonjour Estelle Dalleux. Bonjour Geoffrey. Alors Mulholland Drive, si on devait résumer très basiquement l'intrigue, c'est Rita qui va se retrouver amnésique suite à un accident de voiture et elle va croiser sur son chemin Betty qui va l'aider à retrouver son identité. C'est un peu basique, mais surtout, ce qu'on va en dire en premier, ce qu'il faut en savoir, c'est que Mulholland Drive, à la base, était conçu comme un projet de série télé. Et oui, à l'époque où, à une époque là où, en ce moment où on adapte plutôt des films vers des séries télé, alors je pense à Monde Ouest, Westworld par exemple, qui est très d'actualité. Bizarrement, David Lynch au départ voulait faire une série. Mulholland Drive au départ est une série télé et qui a été refusée par ABC. Qui est resté en plan. Et puis le groupe Canal+, finalement, est allé chercher David Lynch et puis lui a proposé de faire un film de cette série télé. Et donc c'est devenu Mulholland Drive, le film. Et d'ailleurs on peut trouver sur internet le pilote, puisque au départ c'était un pilote. Et c'est très intéressant de comparer la manière qu'a eu Lynch de passer justement d'un pilote de série télé à ce qui va devenir Mulholland Drive, le film. Et en fait, Lynch en quelque sorte va investir le film en réassemblant complètement le puzzle et en prenant une posture, j'allais dire presque une posture d'artiste, ce qu'il est au départ. Et non seulement il va réassembler ce puzzle, mais on voit bien qu'il va se mettre dans cette posture d'artiste à vraiment sculpter l'écran. Et d'ailleurs la première séquence du film est assez éloquente, cette fameuse scène de danse de Jitterbug, qui est une danse classique, enfin une danse... et on voit tout ce travail de sculpture de l'écran qu'il fait et sa manière d'investir par le biais du palimpseste, c'est-à-dire de ces images qui se fondent les unes dans les autres et au bout d'un moment on ne sait plus du tout où on en est, on a l'impression d'être devant un écran sculpté en fait. Et donc voilà la manière qu'a eu Lynch un peu de réinvestir ce pilote vers quelque chose d'un peu plus qu'il est lui-même, c'est-à-dire un artiste avant tout. C'est ça, et quand on voit un film de Mulholland Drive, il faut un peu laisser sa raison de côté, un peu comme si on assistait à une œuvre d'art, on peut y voir plein de choses. Et notamment, ce qui est intéressant aussi, c'est dans les deux principaux personnages dont on a parlé, Betty et Rita. Finalement, elles vont former un couple, mais c'est plus qu'un simple couple, c'est plus qu'une histoire d'amour. Alors, on peut le voir en tout premier lieu comme une magnifique histoire d'amour, mais bien évidemment, derrière tout ça, ce qu'on va y lire, c'est vraiment une métaphore du monde hollywoodien. Et c'est une lecture en quelque sorte de l'amour de Lynch pour l'âge d'or hollywoodien et de tout en fait, de toute la lecture qu'il peut avoir de ce monde hollywoodien, qui passe autant par des phénomènes d'amnésie, d'oubli, ce qui est l'un des grands thèmes du film, qui passe par bien évidemment l'amour, qui passe aussi par des crises. On a une séquence assez éloquente dans Mulholland Drive, qui est la rencontre de production, où ça se passe très mal. Et on va dire que c'est l'acmé du film sur cette lecture d'Hollywood en quelque sorte, et des manigances. Comment faire avec les producteurs, comment résister face aux exigences des productions, aux exigences de producteurs qui souhaitent que ça soit plus particulièrement une actrice qu'une autre. Et donc cette histoire d'amour, c'est une histoire d'amour et de haine autour d'Hollywood, davantage qu'une histoire d'amour proprement dite entre deux femmes. Alors il y a un autre point important aussi dans ce travail de ce cinéaste artiste, c'est au niveau du son, qui va vraiment sculpter, lui aussi un peu comme il fait avec son image. Alors la particularité du cinéma de Lynch, c'est que depuis le départ, depuis on va dire son premier film qui est Eraserhead, il a toujours été très impliqué dans le matériau sonore. Et il faut toujours à la fois regarder un film de Lynch, mais il faut surtout l'écouter. Et d'ailleurs, on peut presque regarder un film de Lynch sans le regarder, c'est-à-dire juste en l'écoutant. On peut prendre plaisir à se passer une bande-son de quasiment tous les films de Lynch. Donc il intervient dans
dans chacun de ses films. Il effectue le sound design, et là, ce qui est assez extraordinaire quand même, c'est que c'est la première fois qu'il passe autant de temps sur la sculpture sonore d'un film. Il a quand même passé 14 semaines à travailler sur le sound design. Et pour moi, c'est assez essentiel de dire écoutez davantage que vous ne regardez le film. Parce que finalement, je dirais qu'on a toute la compréhension du film à travers le son. Et la gamme sonore, elle est excessivement variée. On est dans un jeu constant de passage entre voix, bruit, musique. Une musique peut devenir un bruit, une voix peut devenir une musique. Et ça, c'est toute la richesse en fait du travail sonore, de la sculpture sonore de David Lynch. Et tout particulièrement dans Mulholland Drive, qui là est vraiment d'une richesse qui part du drone jusqu'à la voix la plus aiguë, et on passe on navigue dans ces nappes sonores de manière assez extraordinaire. Et justement, il y a une scène musicale qui a une importance fondamentale, qui va réussir à faire se rendre compte au personnage de certaines choses. On ne peut pas trop en dire. Et vous avez choisi un extrait pour conclure. C'est l'extrait qui se passe tout de suite après cette scène musicale. C'est l'extrait d'ouverture du Cube. Alors ça se passe tout de suite après la scène du club Silencio. D'ailleurs, mot Silencio, qui est le dernier mot du film d'ailleurs. Alors bon, évidemment, ça évoque d'autres films. Hein. On pensera au Mépris, on pensera à plein d'autres choses. Mais après cette séquence du club Silencio, en fait, l'un des deux personnages féminins tient cette fameuse boîte de Pandore, cette boîte bleue qui a fait couler tellement d'encre et beaucoup de salive surtout, qu'on a appelé la boîte de Pandore. Et cette boîte, elle est ouverte, la caméra plonge à travers la boîte, et on change d'espace-temps. Alors ça, c'est encore un élément fondamental du cinéma de Lynch, qu'on retrouve dans tous ses films. C'est la pénétration à travers des éléments, que ce soit des éléments organiques, des éléments, ça peut être du métal, ça peut être des éléments qu'on n'arrive même pas à définir. Et donc c'est toujours pour lui un moyen, un point de passage d'un monde à un autre. Alors on peut penser par exemple à Blue Velvet, le fameux passage à travers l'oreille. On entre dans une oreille au début du film, on sort de l'oreille, on sort de la pression de l'oreille à la fin du film. Et là, Mulholland Drive, on a cette boîte bleue qui est un point de passage d'un univers, d'un espace-temps à un autre. Et il y a d'autres moments dans le film où on a des points de passage d'un univers à un autre, mais cette boîte, voilà, je crois qu'il ne faut pas la lire autrement que comme une boîte avec un fond noir, et finalement comme juste ce point de passage vers autre chose, un autre espace-temps. Merci beaucoup, Essad Halleux. Mais c'est toujours un plaisir de venir parler de David Lynch. Et justement, pour découvrir ou revoir Mulholland Drive de David Lynch, rendez-vous ce mardi 7 février à 20 h, amphi 1 de l'Institut Lebel.